poursuivre. Juste, je crois que. Vas-y, mais ça. Oui, non, c'est pas. Ah, c'est après. Ça, c'est après. Hélène va vous parler de deux dossiers. Enfin, non, je vais vous parler de un dossier d'abord. C'est juste une petite histoire, mais une petite histoire importante pour tous les médecins vasculaires qui font des explorations de dysfonction érectile. J'ai vu arriver il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, un monsieur de 42 ans, d'origine maghrébine. Je vous en parle parce que il est très différent des autres patients que l'on a vus dans ce cadre-là. Et il a une dysfonction érectile, il a 42 ans, sa dysfonction érectile date d'il y a 11 ans. Et il l'a décrit comme étant apparu 15 jours après le début d'une prise de finastéride pour des problèmes de chute de cheveux. Mais il n'a pas fait la relation du tout entre les deux et il a continué de prendre le finastéride pendant 6 mois. Et depuis 11 ans, eh bien, il a une dysfonction érectile sévère et qui ne réagit avec une EHS entre 2 et 2+, aucune pénétration possible depuis 11 ans, et cette dysfonction érectile est totalement, ne réagit absolument pas aux IPDE5. Il a vu en 2017 un médecin à Paris qui lui a fait une injection intracaverneuse, je ne sais pas avec quoi, et le patient est parti en érection complète, a eu une érection qui a duré 7 heures, et il a appelé plusieurs fois le médecin en question qui lui disait « mais ça va tomber, mais ça va tomber ». Et ça n'est qu'au bout de 7 heures qu'il a accepté de revoir le patient qui était donc toujours en érection complète avec de très grandes douleurs. Là-dessus, il ne fait rien et l'année suivante, il voit un radiologue à qui il avait été envoyé par son médecin généraliste qui lui fait un EDEX 10 microgrammes. Même histoire, le patient repart en érection et l'érection a duré des heures, impossible de joindre le radiologue qui avait fait l'injection. Il s'est retrouvé aux urgences de l'hôpital Saint-Louis. Heureusement, il a été transporté de l'hôpital Saint-Louis à un autre hôpital et l'érection est retombée dans l'ambulance. Ce qui l'a sauvé peut-être d'interventions plus délabrantes. Voilà. Donc, ce patient revient me voir. Bien évidemment, moi, je lui ai juste fait un mini-test de juste un tout petit peu de 8 mg de papaverine qui, de la même façon, a déclenché une érection rigide et durable que j'ai pu faire retomber avec une ampoule d'éthyléphrine. Donc, ce patient n'a aucun problème vasculaire, ni artériel, ni veineux, et le pauvre a été traîné d'histoire en histoire de façon complètement aberrante. Et donc je voulais vous raconter l'histoire parce que il est absolument important que toute personne qui fait une injection intracaverneuse doit avoir de l'éthyléphrine à disposition et doit suivre son patient et ne pas le laisser à l'abandon de cette façon-là. Maintenant, je pense que le docteur Virag va vous parler un petit peu de ces patients qui ont eu un traitement par le finastéride, parce que c'est quand même à l'heure actuelle un problème, et donc je te laisse la parole. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, malheureusement, mais je voulais demander à Carole si elle avait l'expérience. Il se trouve que nous, on en voit pas mal parce que je suis le conseiller non rémunéré de l'association de défense des victimes du finastéride. Donc, on a une série assez importante de patients. Est-ce que vous, Christophe, Carole, dans le Midi, vous en voyez beaucoup et qu'est-ce que vous leur trouvez surtout? Oui, on en voit bien sûr. Alors on voit surtout ceux qui sont sous Proscar, hein, les patients qui ont des HBP traités par Proscar.
bon, c'est dosé à 5 milligrammes alors que le finastéride c'est dosé à 2 milligrammes. Mais oui, bien sûr qu'on en voit. Après, il y a une très grosse polémique là-dessus, hein, parce que le syndrome post-finastéride, ça crée une polémique aux États-Unis qui s'amplifie avec les consommateurs, etc. Et puis les lobbies. Après, moi, très souvent dans mon expérience, il y a une histoire de testostérone derrière aussi. Donc, je les bilante de ce point de vue-là. Quelquefois, ils réagissent très bien, enfin, les traitements par voie orale sont très efficaces, mais c'est pas toujours le cas. Donc après, ça dépend du niveau de la testostérone. Moi, je dirais que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut les explorer. Oui, un petit peu. Alors, pas tout à fait. En fait, ceux que tu as sous Chibrobroskar sont des malades plus âgés, je pense. Les dysfonctions érectiles. Oui, bah, c'est à partir de 50 ans, le post-finastéride, c'est vrai que ça peut être plus jeune, bien sûr. Il y a un phénomène, tous ceux que nous avons vus ont moins de 40 ans. Et ils ont été mis au traitement du finastéride pour alopécie androgénique. Ils déclenchent tous les mêmes symptômes qui sont une baisse du désir avant d'avoir la dysfonction érectile. Et ils rentrent dans un circuit infernal d'angoisse de l'échec. Et bien sûr, comme ils vont sur Internet, eh ben, c'est le finastéride. Et c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'ils ont. Il y a le jeune, qui est un endocrinologue de Lyon, qui les a bien étudiés et qui trouve des micro-troubles des fractions de la testo, delta, androstendiol, etc. Il les met au traitement androgénique et total, ça ne fait rien. Nous, on les a explorés complètement, exprès, pour voir. Maintenant, on le fait beaucoup moins, mais toute une série, au moins 30 patients, où on a fait l'exploration complète telle qu'on la préconise pour les grandes dysfonctions érectiles, et tests pharmacologiques, échographie, bilan neurologique complet, c'est-à-dire de l'ensemble des réflexes, enfin les trois, réflexe bulbo-caverneux, vitesse de conduction du nerf dorsal et potentiel évoqué somesthésique. Et là, de temps en temps, on trouve quelque chose. Et il y a eu aussi une série qui a montré on avait trouvé des névralgies pudendales. Moi, j'y crois pas trop, mais je reste persuadé aujourd'hui qu'il se passe quelque chose entre dans les centres de commande sexuelle, donc cérébraux. Et donc, il faut monter une étude, parce qu'ils sont suicidaires, hein. Il y en a une grande partie qui sont suicidaires. Et donc, il faut trouver de l'argent pour monter une étude avec des PET scans ou de l'IRM fonctionnel, parce que j'ai comme ça le sentiment que c'est là que ça se passe. Voilà. Et c'est extrêmement compliqué, c'est dramatique. On les voit souvent, on leur fait beaucoup de bonnes paroles, mais pas beaucoup d'autres choses. Christophe, tu veux dire ? Une question, les troubles, ils continuent malgré l'arrêt du finastéride, bien sûr, c'est ça. Alors, le laboratoire s'est défendu en disant ils arrêtent et tout revient dans l'ordre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, quelle est la part psychologique après du trouble? C'est là où c'est difficile. Et il y a des cas de suicide. Il y en a pas mal. Et maintenant, les familles en sont à des problèmes judiciaires, etc. Donc, au point de vue recommandation, pas par recommandation, mais de la notice du médicament, on donne le problème des troubles de l'érection et des troubles du désir comme un effet secondaire. Avant, on disait c'est passager, on a réussi à obtenir qu'ils aient ça. Mais le problème, c'est que l'association n'a pas d'argent et que
monter une étude comme ça coûte cher. Donc il faudrait que ce soit un INSERM ou quelque chose comme ça qui le fasse. Mais enfin, on a une des personnes qui fait, une neurologue qui fait le cours, qui est l'ancienne assistante de Serge Toleru, avec qui je suis en contact, et on pense qu'on va éventuellement pouvoir, en tout cas, faire quelques malades exploratoires sur cette idée. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Si vous avez Carole veut dire, oui. Oui, je voulais dire que cette approche est très, très intéressante, Ronald. Ceci dit, moi, dans la pratique clinique, alors j'ai des patients qui consultent pour des dysfonctions érectiles, X ou Y, quelquefois qui pensent même pas à dire qu'ils prennent ça depuis très, très longtemps. Et à la deuxième, troisième consultation, ils disent « Ah ben oui, j'ai oublié de vous raconter ça ». Mais moi, j'ai jamais été confrontée à des situations dramatiques comme celles que tu as décrites. Hein. Moi, j'ai jamais eu le patient qui réagissait à rien, etc. Je te dis, parfois, il arrive qu'on ait des problèmes du côté de la testostérone, surtout avec des gens, bien sûr, plus âgés. Mais en général, ils sont plutôt... on a plutôt des traitements assez classiques, hein, des prises en charge classiques. Après, bon, il y a tous les facteurs psychologiques qu'il faut prendre en considération, et ça, il faut vraiment pas les négliger, surtout quand on a l'éventualité d'une action en justice et tout le reste. Hein. Très bien. Bon, écoute, à suivre. Voilà, à suivre. Simplement, oui. Louis, tu es là? Tu peux enlever le diaporama qu'on voit nos auditeurs.